كل الناس عندها وطن ساكنين فيه بس الفلسطينيين عندهم وطن ساكن فيهم. Tous les mondes, toutes les personnes, ils ont un pays dans lequel ils habitent, sauf les Palestiniens, on a un pays qui habite en nous. Je m'appelle Salwa, je suis palestinienne, j'ai 44 ans et je viens de Rafah, la ville dans le sud de Bande de Gaza. Et ça fait 22 ans que je suis installée en France. Moi je m'appelle Omar Al-Soumi, j'ai 42 ans et je suis originaire de Jenin, Cité de Baher plus précisément, donc au nord de la Cisjordanie occupée. Et je suis né et j'ai grandi à Paris, donc je suis un Palestinien, sans faire de quelque chose de trop romantique, mais on a fini par apprendre déjà que la Palestine elle est là où on est, là où on la porte, elle est toujours avec nous, elle est toujours vivante tant que nous on la maintient en vie, et que en fait chez nous c'est le monde, et moi je suis chez moi ici, mais je veux être chez moi aussi dans cette Palestine qui aujourd'hui nous est interdite. Et oui, je suis née et grandi dans un camp de réfugiés et je suis une réfugiée. Et en fait, le camp de réfugiés, tu le quittes jamais. Mais quand je dis tu le quittes jamais, tu le quittes jamais. Parce que c'est pas toi qui le quittes, c'est lui qui te quitte pas. C'est lui qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on dit nous, les Palestiniens. كل الناس عندها وطن ساكنين فيه بس الفلسطينيين عندهم وطن ساكن فيهم. Tous les mondes, toutes les personnes, ils ont un pays dans lequel ils habitent, sauf les Palestiniens, on a un pays qui habite en nous. La Palestine, ouais, c'est d'abord une histoire. Donc c'est un mot, mais répété tout le temps, comme une aspiration, comme un lieu rêvé. Et donc c'est un idéal, un imaginaire qui est transmis par nos parents, quelque chose auquel on se raccroche, qu'on idéalise. Enfin, quand tu es un enfant, il y a les images du village, il y a les choses très concrètes, mais il y a aussi cette confrontation avec la Palestine des médias. Et moi je grandis quand c'est après Sabra et Shatila assez vite la première intifada, donc la Palestine qui t'est transmise elle est aussi vite confrontée à la Palestine des gens, mais il y a eu une très grande évolution mine de rien entre la France des années 80 et la France d'aujourd'hui. À l'époque beaucoup de gens connaissent même pas le mot de Palestine. Aujourd'hui, on parle de plats, un magloubé, un msakhan, tu vois, de hummus, de falafel aussi, tu vois, c'est ce qu'on mange tous les jours. C'est celui-là qu'on présente quand les invités viennent chez nous. Évidemment, on se rappelle des habits que nos grands-parents y mettaient, qui nous met dans la cérémonie qui évoque aussi la bonheur, la fête, les mariages, les fiançailles, l'Aïd, tout ça. Et on est fiers de le garder. En transmettant ça, nos grands-parents nous ont transmis à nos parents à nous, et nous à nos enfants. Et du coup, cette histoire, en fait, je ne peux pas concevoir ce monde-là sans cette transmission, sans cet héritage. Je ne peux pas. En fait, il y a un maillon qui manque s'il n'y a pas ça. Et là, aujourd'hui, en fait, ce maillon-là, on les garde en résistant sur notre terre. Il y a plein de moments où, en arrivant dans des espaces palestiniens, je me rends compte que je suis moins palestinien que ce que la France me renvoie, ou mes copains du quartier me renvoient, ou que ce que moi-même je pensais. Quand je suis avec mes cousins, je parle moins bien l'arabe qu'eux, il y a des danses que je connais pas. Et donc là, voilà, se pose la question de comment est-ce que tu te réappropries ta culture et ton héritage, et en même temps comment faire en sorte que ce soit pas juste une folklorisation. Urgence Palestine, ça naît d'un besoin. Sur la scène française en particulier, nous, Palestiniens, Palestiniennes, ça fait longtemps qu'on est organisés collectivement et qu'on vit, qu'on échange, qu'on partage, y compris sur ces questions d'éducation, mais aussi sur nos aspirations à la libération. C'était un besoin vital que d'être présent aux côtés de notre peuple dans ce moment essentiel de sa lutte pour la libération. Et donc c'est ça, en fait, le contexte qui crée Urgence Palestine, c'est-à-dire que Palestiniens, Palestiniennes, on a absolument besoin d'être présent dans la rue et de montrer que notre peuple est un, de Gaza à toute la Palestine et partout à travers le monde. Et en fait, c'est interdit en France. Et c'est là qu'il a fallu du coup rassembler les alliés les plus déterminés, les plus fiables, pour créer un collectif, une coalition qui nous permette d'exprimer
nos revendications. Urgence Palestine a pris les Palestiniens, Palestiniennes, la Palestine, elle l'a mis aux centralités de tout ça et il a fait de ça son combat ici en France. Et moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise je dois dire ça ou je dois défendre ça. Les Palestiniens, Palestiniennes, on sait ce qu'on veut. On sait comment combattre. Ça fait quand même 76 ans qu'on est sous colonisation et occupation. C'est-à-dire on sait où on y va, on sait comment faire. Et c'est là qu'Urgence Palestine elle a répondu à ce besoin-là, en tous les cas des Palestiniens et des Palestiniennes, en disant allez on s'organise ensemble, on se donne la force. Et voilà, on occupe la rue, les espaces, en parlant vraiment de ce qui se passe exactement là-bas et en montrant la vérité. Je pense qu'il y a un truc qui est très important à dire, c'est que c'est pas notre mouvement. Ce mouvement, il est infiniment plus grand que nous. Il vient de Palestine. Il appartient à personne. Aucune individualité, aucune organisation. C'est pas un logo, c'est pas une bannière. C'est un souffle de vie et de résistance qui s'adresse au monde entier, qui vise d'abord la libération des Palestiniens, mais à partir du moment où les Palestiniens résistent là-bas contre l'oppression coloniale, bien sûr, ça fait écho dans le monde entier à tout ce qu'on vit aujourd'hui de racisme, de rejet et de fascisation d'un ordre néolibéral dont on voit bien qu'il est en train de nous mener à la catastrophe. Après nous, voilà, on organise un bout du mouvement, on fait ce qu'on peut. Et je crois vraiment qu'on était très nombreux aussi, dans ces moments ténébreux, à se poser la question, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et on comprend que voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire tout ce qu'on peut pour trouver une place et agir là où on est. Et juste voilà, notre pierre à l'édifice d'une mobilisation infiniment plus grande que nous et qui n'a pas fini de grandir. Là, ce qui se passe avec les étudiants, les étudiantes en ce moment dans les universités parisiennes maintenant, après les facs américaines, c'est juste extraordinaire. Et ça appartient à personne en fait. Un mouvement, il appartient à celles et ceux qui le font. C'est ça ce que j'attends de mes alliés. De demander aux Palestiniens qu'est-ce que vous avez besoin et comment on peut vous aider. Et du coup, oui, sortir de cet imaginaire occidental et de dire oui, on peut aider avec ça. Moi, je me rappelle, c'est un truc, un aparté marrante. Quand j'étais à l'école primaire en Palestine, l'école de l'ONU, tu vois, c'est une école où dedans il n'y a que des réfugiés. En fait, il y avait des personnes qui venaient d'ailleurs, de l'Europe notamment, c'était des Italiens à l'époque. Ils venaient avec des brosses à dents et des dentifrices, quoi. Et du coup, je me demandais toujours, j'avais 10 ans, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des étrangers qui viennent avec des dentifrices? Et j'ai rigolé avec mes amis en disant, mais ils se font plus de la gueule, il y a un truc qui va pas, quoi. On n'a jamais demandé des dentifrices, quoi, tu vois. On n'a jamais demandé ça, mais malgré ça, il vient. C'est-à-dire, eux, ils définissent nos besoins à notre place et du coup, ils ramènent des trucs futiles. Et c'est exactement le cœur de la solidarité aujourd'hui. Comment je peux être solidaire avec quelqu'un sans savoir qui il est, sans savoir c'est quoi ses besoins. Et du coup, voilà, ce que j'attends de nos alliés, c'est de nous connaître et définir nos besoins à travers nous. Dans les moments d'une guerre génocidaire contre le peuple palestinien, j'ai envie de dire, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps là. On ne peut pas se permettre et s'offrir ce luxe d'avoir les discussions interminables sur les futilités des préoccupations. Tous ces débats et questionnements qui rendent la solidarité conditionnelle, transactionnelle. On ne veut plus de ça. On est fatigué par ça. Et en même temps, peut-être le dire, nos alliés sont là, on les voit, et c'est juste magnifique. Cette jeunesse qui se soulève, cette très grande diversité et richesse des personnes aujourd'hui qui embrassent le drapeau palestinien comme le drapeau de leur lutte, une lutte commune contre l'oppression, contre le racisme, contre le colonialisme. Donc le message aux alliés, c'est aussi ça, c'est on est là, on vous voit et on est ensemble. Le message que j'ai à dire aux générations futures, les Palestiniens comme les non-Palestiniens, mais tous ceux qui militent pour la Palestine et pour la libération tout court de toutes les personnes, en fait, soyez fiers déjà, mais vraiment, et soyez reconnaissants que vous avez une cause dans votre vie, et laissez jamais tomber. Parce qu'en fait, en ne laissant pas tomber la Palestine, vous êtes vivants tout simplement. Donc moi, mon message aujourd'hui aux Palestiniennes et aux Palestiniens, partout ailleurs qu'à Gaza, c'est suivons ce modèle, n'ayons plus peur.
cassons toutes les chaînes qui nous ont été imposées. Et la plupart, elles sont dans nos têtes. Cette peur de la puissance fantasmée de l'ennemi, elle nous limite énormément. Cet attachement au bien-être et au confort matériel, c'est des cages dont on est obligé de sortir aujourd'hui. Et je pense que Gaza, c'est notre modèle à ce niveau-là. Un modèle d'unité, un modèle d'engagement, un modèle de détermination, un modèle de foi. Et ça, c'est extraordinairement précieux. Et parce qu'on est là où on est, en France, au cœur de l'Occident et de ces métropoles coloniales, on a une responsabilité particulière à se lever enfin, à se rassembler, à s'unifier et à être le cœur de cette lutte ici, là où on est. Et donc, je crois qu'on est dans ce moment aussi où Gaza a tellement offert et tellement souffert qu'il est temps qu'on soit vraiment le second souffle de ce moment révolutionnaire de la lutte du peuple palestinien et qu'on soit vraiment la profondeur stratégique de cette résistance indispensable. Vraiment, c'est précieux ce qui est en train de se passer dans nos diasporas là, une conscience qui est en train de s'élever. Et moi j'ai beaucoup de foi et d'espoir dans ce qu'on va réussir à faire ensemble aujourd'hui. Faire émerger, revivre, renaître les aspirations à la libération de ces diasporas du Sud global qui aujourd'hui au cœur des métropoles coloniales, y compris avec les outils de l'oppresseur, vont pouvoir retourner la table et offrir une alternative à ce monde qu'on a tellement besoin. Donc merci Bissaï. Je mets une cagnotte en ligne pour pouvoir évacuer ma famille. Mon père est très malade. Il y a des enfants aussi dans ma famille qui sont malades. Il faut qu'ils quittent Gaza pour se mettre à l'abri pendant un laps de temps pour se soigner, reprendre la force. Ça fait 7 ans, ça fait 7 mois que ça dure. Ils commencent à être fatigués et tout ça. Mais mon cas, c'est le cas de beaucoup de personnes à Rafah. Il faut payer 5 000 € par adulte, 2 500 par enfant, et du coup pour toute ma famille, il y a besoin de 45 000 €. Il y a une cagnotte en ligne qui est là, sauf qu'en fait, sans que tout le monde s'aime, ils partagent et prennent le temps pour justement mettre et transmettre, et on n'y arrivera pas.